Bonjour, bienvenue dans l'épisode 30 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de continuer à explorer les liens entre philo et psychanalyse en compagnie de Mathieu Messer. Dans cet épisode, il est question de pensée consciente et inconsciente, d'association d'idées, d'improvisation, de cadre de travail, de sujets supposés savoir, de circuit de la parole, d'écoute comme pratique radicale. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'aventure nous attend. C'est parti. Spinoza, qui a écrit son traité de l'éthique, il l'a écrit comme un traité géométrique. D'accord. Avec définition, théorème, comme les éléments d'Euclide, quoi. Il a voulu donner une présentation géométrique, c'est-à-dire rationnelle, des questions d'éthique. Et c'est très réussi. Voilà. Après, le but, quand on lit ça, c'est aussi de voir les failles de la logique. Oui. Et il y en a toujours. C'est-à-dire que je crois que c'est aussi... Voilà. Alors évidemment, en psychanalyse, on est dans une approche complètement différente vis-à-vis même de la pensée et de comment elle fonctionne. Puisque quand même, bon, alors on dit la psychanalyse, ça recouvre des discours Là très aussi, différents. Conceptualiser ce que serait la psychanalyse, c'est pas simple. Ouais, et puis d'ailleurs la philosophie, Oui. c'est pas simple non plus. Il y a sans doute des psychanalyses comme il y a des philosophies. Des philosophies. Mais peut-être il y a un trait commun qui justifie que le concept de psychanalyse, il a une sorte d'unité. Problématique, mais une unité quand même, il y a certains postulats psychanalytiques qui sont un peu communs à tous les psychanalystes, et notamment le postulat que la pensée est avant tout inconsciente, que la pensée consciente est comme dit Freud, un processus secondaire par rapport à ce processus primaire, inconscient, qui lui fonctionne non pas rationnellement, mais par association d'idées, par ressemblance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique, justement. Il y a une logique, mais elle est propre à chaque individu. Oui, et même un terme un peu plus chargé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sens. Oui. Il y a du sens, en fait, on fonctionne là-dessus. L'idée qu'en allant demander des associations d'idées, en parlant un peu, je dirais, au hasard, on accède à cette couche plus profonde de notre parole qui est chargée de sens, sans être strictement logique et rationnelle, au sens où on peut l'entendre du point de vue de la conscience. Et ça, c'est une grosse bascule, même dans la pratique de la parole. Même si, quand je fais un cours de philo, je me laisse aussi parfois aller à des digressions, et heureusement. Mais en Sinon, général, ça serait dommage de s'en priver d'ailleurs. Parce que justement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas circonscrire et cloisonner complètement un sujet quel qu'il soit. Il s'agit toujours d'aller vers autre chose et de faire des ponts, de montrer qu'il y a des liens. C'est aussi ça ton métier, tes métiers, c'est aussi de faire les liens entre les choses. oui, il y a des liens, c'est vrai, des liens qui sont en plus surprenants, et puis c'est ça qui fait qu'il y a un événement de pensée. C'est quand on fait un lien qu'on n'avait pas prévu, qu'on le fait devant des gens, et là, à ce Oui, moment-là, ça... avec en plus cette spontanéité dans les deux cas, parce que même si tu prépares, j'imagine, ou qu'ils sont prêts tes cours, t'as une trame, t'as un canevas, c'est toujours une improvisation aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de tel cours, tels étudiants, les questions qui surgissent, les liens qui deviennent ce jour-là, un même cours sur, j'en sais rien, l'amour, la mort, le désir, le bonheur, que sais-je, va jamais être le même d'une année à l'autre ou d'un cours à l'autre. Bien sûr. Tout comme Ouais. un même thème abordé avec différents analysantes ou analysants va jamais donner la même séance. Ni même avec la même personne d'ailleurs. Le même thème abordé avec la même personne de deux séances différentes, il y a cette improvisation-là qui est importante. Oui. D'ailleurs, si un ou une de mes élèves écoute d'aventure ce podcast, ça le fera sans doute sourire Que tu parles des digressions. que tous mes cours sont bien sûr préparés.
Mais attends, je suis Euh, partie du postulat qu'ils étaient préparés, ce n'est peut-être pas du tout le cas, mais disons qu'il y euh, a au moins des choses qui sont prêtes dans ta tête, même si les cours sont peut-être pas préparés, je n'en sais rien. oui, alors, de toute façon, c'est très dur d'arriver en course sans avoir rien préparé, même si on n'a rien préparé. Enfin, Oui, bah oui. on a toujours quelque chose qui est préparé dans sa tête. Euh, et puis, de toute façon, on n'arrive pas impunément devant quelques Mmh, dizaines de jeunes mmh, qui, sans avoir quelque chose à dire mmh. ou à défendre. Est-ce que justement l'improvisation est autorisée à improviser? Improviser au sens, théâtral du terme, hein, tel que je l'entends. C'est-à-dire que, c'est pas, «J'y vais au talent» comme disent les jeunes, je crois. On est vieux maintenant, donc ça doit sonner bizarre dans notre bouche, mais je crois que les jeunes disent ça, je crois. C'est dans le sens où, bah, justement, tiens, là, il y a un truc qui te vient, un lien que tu fais et hop, tu suis ce mouvement finalement comme au théâtre. C'est dans cette idée-là? Ah bah oui, c'est enfin, je me verrais pas faire autrement. Mmh. Et puis, bon, même si un cours, c'est une structure de parole qui est très cadrée et bah, il y a quand même aussi les réactions des étudiants, les questions, les interventions, les perturbations, heu, tout ça, heu, tout ça fait le cours aussi Et et fait c'est ce la qui séance de psychanalyse aussi d'ailleurs, parce que tu parles de cadre, c'est un espace et un temps de parole et d'échange et de réflexion qui est cadré, tout comme une séance de psychanalyse finalement. Et c'est peut-être aussi ce cadre-là qui permet à l'intérieur d'explorer plein de choses. ah oui, oui, entièrement. Le cadre, il est très important, mais on n'arrête pas de jouer avec et c'est passionnant ça. Le Mmh. cadre, il est passionnant, dans la mesure où justement on l'affirme pas comme une chose rigide. Hem, voilà, alors après il y a des choses qui viennent, perturber parfois, hein, et qui font que c'est compliqué, mais ça peut arriver aussi dans une séance d'analyse. C'est vrai que dans les 2 cas, il y a une structure qui est comparable. Alors, Mmh. pour revenir quand même côté, rupture radicale, hem, le cadre psychanalytique tel que forcément moi je le vis, c'est presque un cadre inversé par rapport à la situation d'enseignant. Parce que C'est ce que j'allais te demander, ouais. quand on enseigne, on parle, on tient un crachoir et on a une position de, comme dit, Lacan, de sujet supposé savoir, dont on accepte même implicitement de tirer profit. C'est-à-dire qu'on accepte de se mettre, dans cette position-là. Comme Lacan d'ailleurs lui-même l'avait fait, hein, à côté de Ouais, son avec les séminaires, ouais. psychanalyste. Il dispensait son fameux séminaire, et ce qui pose toutes sortes de questions, mais enfin c'était un cours quand même. Mmh mh. Un cours, dans lequel au départ d'ailleurs il donnait beaucoup la parole aux autres et puis de moins en moins. C'est intéressant d'ailleurs que ça se soit pas fait dans l'autre sens. Il y a eu sans doute une certaine lassitude face, à cette ouverture-là, face à ce que Mmh. disaient les gens. Enfin, c'est ce on en a un petit peu l'impression, mais ça raconte, effectivement plein de choses. Mais en tant que psychanalyste, bah, c'est tout le contraire, on écoute Mmh. et on passe son temps à écouter, et en fait, ça m'a donné l'impression quelque part de joindre cette autre activité à ce qui était mon activité initiale d'enseignant. C'est comme si une sorte de circuit de la parole se bouclait un peu, Mmh. se fermait comme un circuit un peu électrique, quoi. Ouais. Heu, Pendant des années, j'avais passé mon temps à parler de certaines questions avec, Mmh. une certaine érudition, une certaine cohérence et puis, voilà, tout en essayant d'être à l'écoute de ce que j'entendais, de ce que je disais, de ce que proposaient les élèves. Mais en analyse, l'écoute, c'est une pratique radicale, l'écoute. Mmh. C'est on essaie d'écouter radicalement et c'est rare les situations de la vie où on écoute vraiment et où même où on est en position d'écouter. Parce Et que et et même les là où on parle vraiment aussi, j'ai envie de dire, parce que, nous, en tant qu'analystes, on écoute vraiment, en tout cas on essaye, et les analysantes et analysants parlent vraiment. Il y a peu de relations dans lesquelles on parle, ou en tout cas on essaie encore une fois de parler avec autant d'honnêteté, de précision, d'intimité. Ça aussi. ouais, parce on on essaye que cette parole, elle réponde vraiment à quelque chose ou d'ailleurs elle répond en posant des questions souvent.
mais elle vient vraiment s'insérer dans le fil de la parole de l'autre. Donc c'est une parole, écoutante, quoi. Ça a pas moins de sens parce qu'on s'appuie sur la parole de l'autre. Au contraire, on a l'impression de parler vraiment. Voilà, mais j'imagine que toi tu ressens ça aussi, par exemple Mmh. quand tu fais ton podcast, tu parles beaucoup plus qu'en séance? Ah oui. Et puis bon, à part quand je fais des épisodes avec d'autres analystes comme aujourd'hui, tu vois, où on parle tous les deux, mais sinon, en plus, il n'y a que moi qui parle. Donc, bon, et en même temps, je crois on est aussi, tu parlais justement de cette position où on est un sujet censé savoir, on nous prête un savoir. Les analysantes et analysants nous prêtent aussi un savoir. Quand on est analyste, à nous de ne pas en être dupe, à nous de savoir que, ok, ils nous mettent momentanément à cette place-là, et qu'on n'en joue pas. Et c'est vrai que du coup, là aussi, c'est un changement radical parce que quand tu es prof et que tu es supposé savoir, c'est attendu des élèves, c'est attendu de l'institution, c'est attendu de tout le monde. L'attente est vraiment très très différente là. Ouais, très différente avec néanmoins des points communs. Enfin, effectivement, le sujet supposé savoir, c'est le prof aussi, comme c'est l'analyste dans une analyse. Mm. Hem, alors tout le processus de l'analyse, c'est de montrer enfin, peut conduire, disons si on le formule de façon générale, à ce que l'analysant ou l'analysante se dise: «Non, en fait, la personne qui est là et qui m'écoute et qui fait «Mmh mh» de temps en temps et qui me dit deux trois trucs, pour, orienter un peu la séance, c'est De 3, c'est pas sûr. Je pense que toi et moi, on fait partie des psychanalystes un peu bavards. On a besoin ça, d'en c'est dire un ce peu que plus que 2-3. je pense qu'on a pu avoir là-dessus, je pense que et 2-3, mais 12. d'ailleurs, ce serait super intéressant de se demander pourquoi, vraiment, et quelle figure de l'analyste, et quel postulat même théoriques sont derrière cette, raréfaction de la parole chez l'analyste. Est-ce qu'elle est obligée? Mais bon, je disais deux trois parce que de toute façon, cette parole, elle est seconde, quand même par rapport à la parole de Bien sûr, l'analysant et qu'à la fin, le sujet supposé savoir, c'est l'analysant, c'est l'analysante. l'analysant ou l'analysante. Alors, Je vous propose qu'on ponctue là-dessus et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.